présentons aujourd'hui une émission spéciale qui met en vedette la ferme où je suis né et j'ai vécu une bonne partie de ma vie. Alors aujourd'hui, c'est la porte ouverte au Jardin Ricard à Louisville. Alors mon frère vous reçoit et nous présentons cette petite émission spéciale. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes à la ferme Ricard. Moi, je suis le frère à Pierre, qui est le propriétaire actuel aujourd'hui. J'étais le plus vieux. Moi, à l'époque, j'avais les vaches laitières. J'étais responsable des travaux mécanisés, de l'entretien des machineries et de la farine de sarrasin. Donc, depuis, mettons, les alentours des années 80, début 80, aller jusqu'en 2002, c'est moi qui s'occupais de la farine de sarrasin et des animaux. Ici, c'était la ferme laitière. Vous avez sur les photos en arrière de vous, là, la troisième photo, vous voyez un petit peu là, au début des travaux, vous voyez les restants des dallos. Et après ça, bien, on a tout cassé, puis on a fait un plancher au complet. C'est un plancher chauffant. Les dames qui font la pesée du sarrasin ont plus froid aux pieds l'hiver. Et le moulin à farine que vous voyez ici, c'est un moulin qui vient de Yamachiche. C'est le moulin à M. Gilles Lemire qui est présent ici aujourd'hui, qui était très présent aussi lors du déménagement parce qu'on avait besoin de son expertise pour pouvoir faire refonctionner ça. Alors, vous voyez un petit peu là, le déménagement des meules, des pierres, du bluteau. Cette photo-là ici, c'est la photo du moulin où ce qui était le bluteau. Vous allez reconnaître ici, là, ce que vous voyez au fond. Puis, vous allez reconnaître, c'est pas des menteries, je vous dis, là, M. Lemire et sa photo ici. Là. Et vous, dans le temps, vous alliez faire moi dans Yamachiche. On a toujours été fermier dans Yamachiche. Monsieur Lemire, lui, à un moment donné, il y a plusieurs années, il avait décidé de prendre sa retraite, mais ça a pris une couple d'années avant qu'on se décide à faire le saut. Puis, entre-temps aussi, il y a le Moulin Saint-Louis, qu'on appelait le Moulin de la Carrière dernièrement, qu'eux aussi ont comme arrêté leur production. Alors, quand on a déménagé le moulin ici, pendant ce temps-là, on allait moudre la farine de sarrasin au Moulin Saint-Louis. Puis là, présentement, le Moulin Saint-Louis, lui, bien, à cette heure, ça s'appelle le Moulin de la Carrière, mais à cette heure, ça s'appelle plus pantoute, parce qu'il est fermé. Jardin Ricard a acheté la marque de commerce Moulin de la Carrière, puis on la produit ici, puis c'est nous qui la distribuons. Un des gros facteurs qui fait qu'on fait encore la farine de sarrasin, puis que plusieurs autres en font plus, c'est la mise en marché. Au Moulin Saint-Louis, il n'y avait pas de système de mise en marché. C'était plus touristique. Puis c'était un petit peu ça le problème. Nous, on fait de la farine de sarrasin. Moi, j'ai toujours vu ça ici chez nous. Mon grand-père, quand il était jeune, allait au marché à Trois-Rivières à cheval pour aller vendre des légumes puis aller vendre de la farine de sarrasin. Fait qu'on a toujours eu un réseau de distribution qui a pris de l'ampleur avec le temps. Fait que c'était un peu pour ça qu'on en fait encore. Fait qu'on vend des légumes. Vous allez voir, là, quand vous faisiez la tournée, là, on fait de la courge, on fait de la citrouille. Je ne sais pas combien de variétés de citrouilles. Mon frère va tout vous raconter ça. On fait de la grande culture. Il y a des fraises, des framboises, beaucoup de jardinage. Puis, maïs sucré, c'est la grosse production de maïs sucré. Fait qu'il y a 5-6 camions l'été sur la route. Donc, on a un réseau de distribution. Et on a un distributeur sur la rive sud, un peu plus sud de Montréal, qui lui fait cet environ-là. Il y a un autre producteur dans le coin qui est M. Gélina, qui était producteur à Yamachiche. Son garçon travaillait pour Distribution Yves Pichette, qui, lui, avait un réseau de distribution. Vous connaissez les fromages Yves Pichette. Donc, lui aussi continue à distribuer parce qu'il y a un réseau de distribution. Ce qui fait décider que tu fais de la farine de sarrasin ou pas, c'est pas tellement de la production, c'est d'être capable de la vendre. Moi, j'ai toujours dit, tu auras beau faire la plus belle chaise au monde, si tu n'as pas d'acheteur, tu vas rester pogné avec. Ici, c'est la partie où on ensache le sarrasin en petits sacs. À prime abord, quand elle sort du moulin, c'est empaqueté en 25 kg. Puis ici, bien, il y a des dames qui viennent la semaine, puis empaquetent en 1 kg, puis en 2,25 kg. Ce qu'on appelait le format 2 livres et 5 livres. Comme je l'ai dit, nous, on distribue dans des épiceries, des chaînes de magasins. On est distributeur en livraison directe chez Provigo Maxi.
Fait que vous pouvez retrouver de la farine Jardin Ricard dans toute la province de Québec, dans toutes les Provigo, Maxi et Lobla. Nous autres, on livre ça en palettes. Ils nous appellent, c'est des palettes de 700 kg à fois. Puis on envoie ça à l'entrepôt, puis les autres, ils redistribuent ça. Marché végétarien, il y a, je pense, 4 ou 5 végétariens au Québec. Nous, on l'envoie aux végétariens de Trois-Rivières, puis les autres le distribuent dans les autres végétariens. Le maïs aussi. Le maïs aussi. Le maïs, c'est un autre système, c'est complètement différent. La farine de sarrasin, c'est un département. Ça se passe dans l'Ouest canadien en anglais. Aujourd'hui, à cette heure, le centre de distribution Montréal-Québec, ça n'existe plus. Fait que c'est très compliqué de faire affaire avec ces grosses compagnies-là. On vous a parlé du moulin à farine, que c'était des meules de pierre. Alors, vous avez un exemple de meule ici. Ça, c'est la meule du camping du Vieux Moulin à Saint-Barthélemy, qu'on a acheté il y a une bonne vingtaine d'années de ça, quand ils ont défait le moulin. Nous, on l'avait acheté ça justement pour montrer aux gens qu'est-ce que c'était la pierre qu'on retrouvait dans un moulin à farine. En fait, cette partie-là, c'est la partie qui va au-dessus de ce que vous voyez en rond brun là-bas. Là. Cette meule-là, elle va par-dessus ça, puis elle tourne sur une autre meule qui est fixe. Le sarrasin rentre au centre, elle se fait frotter, écraser, puis par la force centrifuge, la farine finit par se ramasser à l'extérieur. Puis il y a une petite trappe, comme vous allez voir ça tantôt. Ça prend la vis et ça s'en va se faire tamiser dans le bluto. Parenthèse sur le sarrasin. Le sarrasin, ce n'est pas une céréale, en passant. C'est une plante à fleurs qui produit un fruit qui contient une amande. Alors, on est loin du blé, de l'orge puis du maïs. Si vous voyez sur la photo, vous allez bien voir, c'est des fleurs, ça produit une fleur blanche. Ça prend des abeilles pour faire la pollinisation. Et après ça, il se développe une amande, un fruit. Tout le monde la considère un peu comme une céréale. On l'appelle en langage familier le blé noir. C'est surtout la façon dont on la traite une fois qu'elle est récoltée. On s'en sert comme une céréale. Mais le sarrasin, la particularité, c'est que c'est une plante qui ne contient pas de gluten. Alors, ceux qui sont allergiques au gluten peuvent consommer de la farine de sarrasin. Le gluten, c'est quoi la particularité? C'est que si vous faites du pain avec du sarrasin, même vous sortiez du moule, il va tout s'effriter. Le gluten, c'est la colle. C'est ça qui fait que le pain, ça se tient ensemble. Puis dans nos pains commerciaux qu'on achète, là, comme le Godwa ou le pomme ou ces choses-là, là, les bons pains moelleux, là, dans 90 du temps, il y a au moins le double du gluten normal dans ces pains-là, justement, pour qu'ils soient moelleux, puis pour que, puis en plus des agents de conservation et tout ça. Vous avez les bières de Nouvelle-France à Saint-Alexis maintenant, qui les autres produisent de la bière sans gluten, avec du sarrasin et du riz. Le riz ne contient pas de gluten non plus. Et ça a tellement bien fonctionné avec les bières de sarrasin que ça fait 3 fois qu'ils agrandissent. Ils ont déménagé une fois pour être plus grands, puis ils ont encore agrandi du double depuis qu'ils sont là. C'est une des seules brasseries qui produisait de la bière que les allergiques au gluten pouvaient consommer, puis je pense qu'ils avaient hâte de boire de la bière, eux autres. Le sarrasin, au début du siècle, il y avait 60 000 hectares de culture en sarrasin au Québec. 1 hectare, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est le 10e d'un kilomètre. Il y a 10 hectares dans 1 kilomètre. Donc, au Québec, il y avait 60 000 hectares en culture. Aujourd'hui, il en reste entre 1 500 et 2 000. Pourquoi il s'en cultivait autant et pourquoi aujourd'hui, il s'en cultive presque plus? Il y a deux grosses raisons à ça. Premièrement, le sarrasin, c'est une plante qui est facile à cultiver. Donc, on comprendra qu'au début du siècle, il n'y avait pas les méthodes culturelles qu'on a aujourd'hui. Donc, les gens, ils semmaient du sarrasin. Pourquoi c'est facile? C'est une plante qui a une saison de végétation courte. On peut semer ça au mois de juin. Puis, il ne semet pas ça au mois de mai parce qu'il s'il pousse puis il y a un petit gel à zéro, il meurt. Fait qu'il est très, très sensible au gel. On peut le semer plus tard en saison, admettons, là, mi-juin, jusqu'à la fin juin. La terre est chaude, il fait chaud, le sarrasin sort tout de suite, puis ça fait des grandes feuilles. Si vous regardez la photo, vous allez voir, là, les feuilles, c'est des grandes feuilles. Ça couvre le terrain, puis la mauvaise herbe se fait comme étouffée. La mauvaise herbe se trouve à l'ombre. Les champs de sarrasin, 90 du temps, il n'y a pas de mauvaise herbe là-dedans. Donc, au début du siècle, avec les machineries qu'on avait, puis les connaissances agricoles qu'on avait, le sarrasin, c'était une culture facile. Moi, j'ai 54 ans. Je suis toujours en train de dire 43, mais c'est pas vrai. J'ai 54 ans. Et quand j'étais petit gars, on semait de l'avoine, puis l'avoine, elle venait ça d'eau. Et le chien-dent venait ça d'eau. Puis mon père passait la moitié de sa journée à débourrer sa batteuse parce que le chien-dent bourrait à la batteuse. L'avoine avait à peu près le même rendement que le sarrasin à l'époque.
Fait que les gens faisaient autant de sarrasin que d'avoine. L'avoine, c'était pour les chevaux. C'était un peu pour les vaches. Puis à ce temps-là, on faisait du foin, c'était presque de la broche. On faisait du foin au mois de juillet. Il était sec de bout. Moi, je me rappelle avoir fauché du foin et l'avoir pressé le lendemain. C'était pas bien bon pour faire du lait, ça. Fait que pour cette raison-là, les agriculteurs, ils cultivaient en grosse majorité du sarrasin parce que c'était une culture qui était facile. La raison du déclin maintenant du sarrasin est arrivé les élevages avicoles, porcins, l'industrie laitière. Ça a créé une grosse demande de céréales. Les compagnies et le gouvernement se sont alignés sur des recherches sur les céréales pour combler la demande en consommation chez les animaux. Le sarrasin n'étant pas une céréale, il n'a pas bénéficié de ces recherches-là. L'avoine, le blé, l'orge, les rendements ont quintuplé depuis le début du siècle. Le sarrasin n'a pas bougé. C'est 1 tonne à l'hectare, c'est encore 1 tonne à l'hectare. Le maïs, ça arrive nord, il y a 50 ans, il ne s'en faisait même pas. Du soya, il y a 25 ans, il ne s'en faisait même pas. Aujourd'hui, du maïs, ça arrive nord, on parle de 7 à 10 tonnes à l'hectare. Ça arrive sud, on parle de 15 tonnes à l'hectare. Si vous allez en Ontario, on est à 17, 18 tonnes à l'hectare. Sarrasin est à 1 tonne à l'hectare. Fait que vous voyez tout de suite l'incidence économique que le sarrasin n'est pas intéressant pour la production. Les producteurs vont cultiver du sarrasin en plante alternative. On a tout entendu parler. Les gars, ils sèment de la luzerne. L'hiver, il y a une période de pluie au mois de janvier, février, puis ça regèle. La luzerne, ça produit une grosse carotte qui va jusqu'à 4-5 pieds dans le sol. S'il y a une couche de glace puis que ça regèle, vous savez que ça fait le mouvement du gel. Ça prend de l'expansion, la carotte casse, la luzerne est morte. Le printemps, la luzerne ne pousse pas. Alors, les producteurs laitiers, la majorité qui font de la luzerne, bien, ils vont prendre la première coupe parce que la graminée va sortir, les mauvaises herbes vont sortir. Puis, au milieu de juin, ils vont labourer le champ. Puis, rendu au milieu de juin, tout ce que vous pouvez semer, que vous pouvez récolter, c'est du sarrasin. À la fin de l'été, les gens appellent mon frère, puis ils vendent leur récolte. Fait qu'on achète 5 arcs à un, 10 arcs à l'autre, puis on rapporte un petit peu ça, parce que pour vendre du sarrasin, pour le produire, pour le vendre en grains, c'est pas vraiment rentable. Fait que c'est un peu ça l'histoire du déclin du sarrasin. Il y a beaucoup d'éducation à faire sur le côté culture du sarrasin. Parce que les gars, là, le sarrasin, ça se récolte à l'automne. C'est pas commencé encore, là. Ça se récolte, la plupart du temps, là, pendant le festival, on est dans la récolte de sarrasin. Je vous parlais tantôt que le sarrasin, c'est une récolte qui est sensible au gel. Mais c'est une récolte aussi, vous voyez, là, des grandes feuilles, elle a une grosse tige, c'est plein d'eau. Ça produit des fleurs toute la saison. Si vous le semez tôt, là, vous allez avoir du sarrasin au mois d'août. Mais si vous ne le coupez pas au mois d'août pour le faire sécher, il va refaire des graines, il va faire des fleurs jusqu'au mois d'octobre, tant qu'il ne sera pas gelé. Puis là, bien, c'est les premières graines, bien, à un moment donné, la tige, le petit pédoncule, il vient sec, puis la graine, elle tombe à terre. Fait qu'à un moment donné, ce qu'on fait, c'est qu'on le fauche, on le met en rang, puis on le laisse sécher. Si vous l'avez semé à fin juin, début juillet, bien, vous allez attendre les gelées. Là, au premier gel, le sarrasin il va mourir, les feuilles vont sécher après une couple de jours, le coton va sécher, puis c'est très, très, très tendre à récolter. C'est bien, bien, bien facile à récolter. Sauf que ça se récolte dans le temps, début du maïs, début du soya, fin du soya. Là, les gars, ils ont un 5 arcs de sarrasin. Entre 2 champs de soya, ils vont aller récolter le sarrasin. Ils vont mettre le tonne et demie dans leur voiture, ils vont mettre ça dans le fond de la grange, mais qu'on ait le temps, on va s'en occuper. Au mois d'octobre, les journées ne sont pas longues, le temps est humide, le sol est humide, le sarrasin, il n'est pas sec. Fait que plusieurs d'entre eux arrivent avec le sarrasin 2 semaines après, puis il est déjà pogné en pain dans leur voiture, il est déjà plus bon. Fait qu'il y a une éducation à faire là-dessus, parce que comme c'est une plante alternative, bien, on s'en occupera, mais qu'on ait le temps. Puis je vais en venir en vous parlant de la température du mois d'octobre. À l'époque aussi, on récoltait au gelé. À l'époque, il n'y avait pas de séchoir à grains. À l'époque, on récoltait le sarrasin, il y avait des grosses familles, on mettait ça en poche, on distribuait ça dans les familles. Il y avait un lien aussi beaucoup. Il y avait un lien qui était très fort aussi avec les grandes villes. Parce que c'est l'époque de l'Exode, où les jeunes s'en allaient travailler à Montréal, s'en allaient travailler à Québec. Fait que c'est des familles de 10, 12, 15 enfants. Il y en avait 10 à Québec, 2 à Montréal, puis bon. Fait qu'ils distribuaient le farine de sarrasin l'automne. C'est à l'époque où les grands-mères avaient des dépenses. Ils mettaient le sac de farine dans la dépense. Elle gelait l'hiver. Elle se gardait tout l'hiver. Là, rendu au printemps, bien là,
c'était à pogner en pain, quand les chaleurs pognaient, ou les bébites étaient dans le farine. Ça, c'est resté dans la mémoire collective, ça. Aujourd'hui, le sarrasin est récolté et le lendemain, il est séché dans un séchoir. Le sarrasin, il est brassé, c'est séché au propane. On fait sécher ça 2, 3, 4 heures, dépendamment du test d'humidité. Bien souvent, il est à 20-25 d'humidité quand on le récolte. On a tous les testeurs, puis tout ce qu'il faut pour le tester. Puis il faut sortir de là à 12,5-13. À 12,5, 13 on met ça dans des silos hermétiques. Les souris ne peuvent pas aller jouer là-dedans, les chats, les oiseaux. C'est ventilé, puis le grain peut se conserver des années sans être altéré. Et on moud du sarrasin au fur et à mesure qu'on en a besoin. Alors, on a regardé dans notre mentalité collective que le sarrasin, il faut mettre ça au congélateur, il faut mettre ça au frigidaire, il faut mettre ça dans un pot de vitre, il faut mettre ça... La farine de sarrasin à l'épicerie, elle est où quand vous l'achetez? Elle est sur les tablettes. Aux côtés de la farine de blé, elle se garde ses tablettes. C'est sûr qu'au mois de juillet, quand il fait 90 d'humidité pendant 3 jours, puis 35 degrés, ça se peut qu'elle pogne en pain, mais votre farine de blé aussi, ça se peut qu'elle pogne en pain, à moins qu'elle ait des préservatifs dedans. Mais on a gardé ça dans notre mémoire collective. Moi, je compte tout le temps l'histoire. Quand je me suis marié, ma femme, elle a acheté une grosse toupie de jambon. Puis là, c'est à Pâques, là, elle s'installe sur le comptoir, elle commence à préparer sa toupie de jambon, puis elle coupe les 2 bouts. C'est pourquoi tu coupes les 2 bouts de ta toupie de jambon? Ben, dis-moi, j'ai appris à faire ça avec ma grand-mère, puis elle coupait 2 bouts. Fait qu'on va au centre d'accueil, à un moment donné, on va voir la grand-mère. Elle me dit, écoute donc, grand-mère, pourquoi vous coupiez 2 bouts de votre jambon quand vous faisiez une toupie de jambon? Ben, elle dit, mon chardonnay, t'es trop petit. Voyez-vous la mémoire collective? Elle avait une raison de couper son jambon. Ma femme, elle n'avait plus de raison de couper son jambon. On avait des gros chaudrons. Aujourd'hui, vous avez hérité de votre mère qui s'est fait dire par sa mère et sa grand-mère que la farine de sarrasin, si tu la mets au congélateur, elle va avoir des bébites, elle va pogner en pain, puis ci, puis ça. S'il y a des bébites qui se préparent dans votre sac, c'est parce que le moulin n'a pas été bien nettoyé, l'empaquetage a eu un problème. Les bébites, ça vient pas au monde dans le sac. OK? Fait qu'ici, vous avez un peu des sous-produits de sarrasin. Vous avez la fine fleur de sarrasin. Ceux qui connaissaient le moulin Saint-Louis, lui, il vendait la fine fleur de sarrasin. La fine fleur de sarrasin, là, c'est presque la poussière de farine qu'on ramasse. Fait que nous autres, comme on a acheté la marque de commerce du Moulin de la Carrière, on produit aussi la fine fleur de sarrasin. Vous avez ici la farine de sarrasin conventionnelle telle que vous l'achetez de la marque Jardin Ricard ou peu importe les autres. Ici, vous avez un produit qui est peu connu qui s'appelle le cacha. Dans le fond, le cacha, là, c'est du sarrasin auquel on a enlevé l'écale. Quand vous achetez des pinottes en écale, vous enlevez l'écale, vous avez la pinotte à l'intérieur. C'est le même principe. Puis, autour de l'écale, vous avez une petite pleure brune plus foncée que l'écale aussi. Ça aussi, il y a ça autour qui est plus mince. Là, on voit la couleur brun, là, c'est parce qu'il y a encore cette petite écale-là autour qui est plus collée, qui ne s'enlève pas comme... Puis ça, c'est ce qu'on appelle du gruau. C'est du cacha qui a été broyé. Fait que le cacha, vous cuisinez ça pareil comme du riz. Vous faites bouillir ça dans l'eau, vous faites rôtir des légumes, vous assaisonnez ça comme vous voulez, vous mettez une poitrine de pintade par-dessus ça avec un quartier de piment rouge, puis vous allez voir, ça va vous faire un super de beau souper gastronomique. Fait que ça m'amène à vous montrer le grain puis vous expliquer. Fait que ceux qui voudront jouer dedans, gênez-vous pas, là, si vous en voulez. Ça, c'est le grain de sarrasin. Je vais vous en mettre un peu dans vos mains chacun. Fait que, rendu à l'automne, quand le sarrasin est à maturité, le plant il a gelé, puis que les feuilles sont tombées, puis que le plant est sec, il faut qu'il aille gelé parce qu'il faut qu'il meure. Là, on prend une moissonneuse-batteuse conventionnelle, la même chose qu'on récolte le blé ou l'orge. Fait que c'est pour ça qu'on la considère dans notre tête comme une céréale, parce qu'on la traite comme une céréale. On la récolte avec les mêmes machines, on fait de la farine avec ça, puis on la mange en gâteau, en biscuit, en galette, un peu, puis même en pain, un peu comme une autre farine. Sa seule particularité, c'est le gluten qui fait qu'elle est difficile à cuisiner. Si vous voulez cuisiner du sarrasin, vous pouvez en mettre dans tous vos plats cuisinés qui contiennent de la farine. Vous remplacez 1/4 à 1/3 de votre farine blanche par du sarrasin et ça vous amène les avantages de la farine de sarrasin sans pour autant avoir des problèmes avec le manque de gluten pour que ça se tienne. Alors, le sarrasin que vous avez dans les mains, là, ça, c'est du sarrasin de l'année passée.
Alors, je vous invite à le sentir. Il sent-tu bon? Ça sent bon? Ça sent pas grand-chose. Ça sent rien. C'est pas supposé rien sentir. Quand je vous disais, Ça l'a rien de le dire, elle. ça sent la graine. Non. C'est pas supposé rien sentir. Quand je vous disais tantôt là, que le sarrasin, avant, il était pas sec. En plus, les restants de récolte, ils mettaient ça dans des carrés à grains en bois. Vous avez en avant là, un hangar là, qui est à côté sur un manche de pelle. Si on enlève la pelle, elle va tomber. Là. Ça, c'était notre hangar à grains quand j'étais petit gars. Il y avait un carré d'orge, un carré d'avoine pour les chevaux, puis un carré de sarrasin pour refaire de la farine de sarrasin l'été prochain. Ça servait de litière à chat, de litière à moineau pendant l'hiver. Là. Puis le sarrasin, s'il n'était pas sec, là, il chauffait puis il prenait une odeur de moisi. Fait que quand la famille, à Pâques, descendait le printemps puis que le grand-père ils offrait de faire de la farine de sarrasin ce printemps, là, il dit non, il disait à tout, on n'en veut pas. Là. Il y a un monsieur l'année passée qui me disait, il me semble quand j'étais petit gars, le sarrasin, il dit, il goûtait plus que ça. Il dit, veux-tu vraiment savoir qu'est-ce qu'il goûtait, je vais te le dire. Il m'a dit qu'il y avait une souris des fois dans le carré. Ben oui, Comme l'avoine. Ben oui, c'est ça. Ça, c'était pas Ben oui. hermétique. Là, tout est fermé. Vous voyez, la voiture est là, mais il y a une toile là-dessus. Là. C'est une toile pareil comme les camions qui transportent du grain. Là. Il n'y a personne qui peut aller là-dedans. Il n'y a pas un oiseau, il n'y a pas un chat. C'est hermétique. Puis ici, là, il a mis du grain dedans, c'est pour la faire parcher tantôt. Là. Puis sans ça, quand il a fini sa journée, il y a vide au complet, puis c'est fini. Alors, ça fait beaucoup de bruit, puis ça fait de la poussière. Alors là, il va ouvrir les deux meules pour qu'elle puisse prendre l'air d'aller parce que c'est très lourd à partir. Alors, vous voyez que... Là, après ça, il va les fermer pour que le grain se fasse travailler. Là, tu voulais approcher. Fait que ça, vous avez le grain complet qui a été moulu avant d'être tamisé. Et ici, ben, c'est comme un tamis de cuisine, un tamis à farine. Là, c'est un gros tamis. Ici, vous allez à l'autre bout complètement. Vous allez avoir les écales du sarrasin qui sortent à l'autre bout. C'est avec ça qu'on fait des oreillers. Ouais. Vous pouvez aller toucher, vous allez voir la texture. Ça, c'est pas du miel de sarrasin, vous autres? C'est bon maudit, le miel de sarrasin. On va en reparler. On va entendre le bruit, là, mais on va vous en parler. Alors, Manuel va tout vous arrêter ça, là, on va pouvoir en jaser. Alors, vous avez vu que la farine est moulue là. Après une vis qui s'en va se faire tamiser. C'est un gros tamis. Ici, là, il y a une petite séparation à l'intérieur là, pour pouvoir doser la quantité de grues, la quantité d'écales qu'on garde. À l'autre bout, vous avez les écales qu'on sert pour faire les oreillers de sarrasin. La farine se ramasse en bas. Avant, c'était mélangé à la main. On ouvrait les trappes et M. Lemay mélangeait tout ça à la main. Puis après ça, il mettait ça sur sa balance pour empocher. Aujourd'hui, ça s'en va au fond, puis il y a une vis flexible. En fait, c'est un tuyau avec un gros spring, un gros ressort qui tourne. Et ça s'en va dans un trémie où la farine se retrouve et ils peuvent ensacher en 25 kilos, un peu comme dans les meuneries. Là. Passionnant. Puis il y a deux meules là-dessus, là, c'est ça? Hein? Oui, il y en a une qui tourne, il y en a une qui est Comme la fixe. grosse qu'on a vue tantôt. Oui. Son œuvre, c'est là, hein? Non, non, ils ont 100... Non, mais Quel âge ils ont, les meules, Gilles? ils sont pas brûlés. Quel âge ils ont, tes meules? Quel âge ils ont, tes meules? Minimum 145 ans. Fait qu'ils sont pas neufs, les meules. Ils sont pas craqués. Mais la garantie finie, par exemple. Les meules ont 145 ans. Fait que la garantie est terminée depuis à peu près 122 ans. Fait que c'est pas des meules neuves. Ça, c'était dans la cave, ça. Le moteur était dans la cave. La meule était comme ça. La meule était au niveau du sol. Là,
OK, gars, si vous voulez aller voir là, où est-ce que la farine descend, ça descend en bas, puis ça s'en va. C'est ça, l'été, là, quand on ne fait pas de farine une fois par semaine ou une fois par 2 semaines, là, ça, il faut que ça soit tout nettoyé à grandeur. Puis si vous avez des sacs des bébites dans vos sacs, là, c'est parce que ça n'a pas été bien nettoyé. Oui, c'est-à-dire, ça peut venir de chez vous aussi. Ça peut venir de chez nous, ça dépend. Moi, je me méfie beaucoup des gens qui ont des souliers à coquerelles. Parce que c'est pas propre chez eux. Non. Mais un sac, ça fait percer sur votre tablette. Vous allez arriver, à un moment donné, il va y avoir un sac qui va se faire percer. Puis ça va être gros comme une pointe d'épingle. Puis la bébête a produit des œufs en dedans du sac. Là. Mais ça peut arriver. Je ne dis pas que ça arrive régulièrement. Là, mais ça peut arriver dans les sacs à farine blanche aussi. C'est ça. C'est ça. Mais ça arrivait plus fréquemment chez le Sarrasin au début du siècle parce qu'il n'était pas sec. Il n'était pas sec, c'est ça. La farine humide, ça attire les bébites. Ça fermente un peu. Ouais. Tantôt, il y en a un qui m'a parlé pourquoi vous ne faites pas de miel de sarrasin? Oui, monsieur, on fait du miel de sarrasin, mais c'est pas nous autres qui le fait. Parce que on ne produit pas de miel. C'est. Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Non. C'est à Mirabel. La bonté? Non. Le plus gros producteur de miel au Québec, là. Oh, déjà un blanc. En tout cas, il est dans le bout de Mirabel, au cas, là. Ils viennent mettre des ruches ici. À tous les 5 ou 6 hectares de sarrasin, il y a une ruche. Parce que c'est une plante à fleurs qui a besoin d'abeilles pour se faire polliniser. Donc, le monsieur, il vient à toutes les semaines faire le ménage de ses ruches. On a des ruches à Saint-Barthélemy, on en a ici, on en a à Saint-Paulin. Dépendamment où on sommes, nous, on loue les terres de Canard Illimité. Canard Illimité ont exproprié des producteurs pour faire des bassins pour les canards, ces choses-là. On n'a pas le droit de semer rien que des herbicides ou des engrais chimiques. Puis on n'a pas le droit de faire le labour d'automne, parce qu'on comprend que quand l'eau monte sur le terrain, puis quand l'eau se retire, elle s'en va avec le sol. Donc, la seule alternative, c'est de semer du sarrasin. On peut semer le printemps, on a tard, même si l'eau est là jusqu'au mois de juillet. On a déjà semé jusqu'à la fin juillet, puis on a réussi à récolter du sarrasin pareil. Fait qu'on cultive toutes les terres de Canard Illimité. Quand vous êtes à Saint-Barthélemy, où il y a le site d'observation des canards, là, tout ce qui est en sarrasin, là, c'est parce que c'est des terres de Canard Illimité, puis nous, on cultive ces terres-là. Fait qu'on a aussi sur le bord de l'autoroute ici. Il y a des gens qui nous disent on vient à Louisville, mais on n'en voit pas de champs de sarrasin. C'est parce qu'ils sont un petit peu cachés. Ils sont sur le bord du lac Saint-Pierre. Initialement, on cultivait du sarrasin parce qu'on était dans une zone inondable, parce que l'eau est sur le terrain, des fois, jusqu'au milieu du mois de juin. Fait qu'on n'avait pas le choix de semer du sarrasin. C'était la même chose pour M. Gélina à Yamachiche, probablement, à l'époque. Puis, écoutez, là, on était au début du Festival La Galette. Cette année, c'est la 35e année, là. J'étais dans le comité du festival il y a peut-être 30 ans. Puis on s'était réunis une couple de fois, une couple de producteurs pour faire quelque chose pour le festival. Puis on avait une trentaine de producteurs dans le coin. C'est pas hein? On avait à peu près ça, une trentaine de producteurs faciles. Là, on est 2-3, là. D'après moi, on est 2-3. À part plusieurs autres autour là, qui le font en alternative, comme je vous comptais tantôt. Là. Le monde faisait modeleur sarrasin. J'avais au moins 50 clients. Quand il finit, je faisais 3 clients. Je faisais plus de sarrasin qu'avec les 50 clients. Ça faisait à peu près combien de tonnes par année à l'époque? 150 tonnes par année. De farine. De farine. Ça veut dire 200 tonnes de sarrasin en gros. OK. Fait qu'on produit à peu près ça, 100 tonnes de sarrasin à ce temps, Pierre? De farine? OK. À 70 de rendement, 72 ça veut dire à peu près 130, 140 tonnes de sarrasin. Alors, moi, je vais terminer. Tout est fait. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, vous allez voir d'autres choses aussi au cours de la journée. Le soleil est sorti. Vous l'avez bien expliqué. Bien, je vous remercie beaucoup. Je suis Boisvert de Saint-Saveur. Vous avez été un bon auditoire. Ben, en tout cas, on va poser quelques questions. Là, on retourne chez nous. On va savoir qu'est-ce qui se passe. OK. Allez et répandez la bonne nouvelle.